Noël Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et ancienne ministre des Affaires européennes. On revient ce matin avec vous sur la déclaration du procureur de la Cour pénale internationale. Comment, déjà dans un premier temps, vous la qualifiez, cette décision qui, on le rappelle, formule la demande d'un mandat d'arrêt du Premier ministre israélien, de son ministre de la Défense et de 3 chefs du Hamas? Pour ce qui concerne les chefs d'un État démocratique, c'est-à-dire M. Netanyahou et M. Gallant, je pense que ça frise la forfaiture, car demander que en pleine guerre, on lance un mandat d'arrêt, en réalité pour obtenir une sorte de cessez-le-feu, qu'il sait qu'il ne tiendra pas, je pense que c'est un geste qui est plus politique que juridique, pour les raisons que je vais expliquer, et qui sont que M. Netanyahou et son chef des armées ont répondu à une agression, et que la demande qui est faite par le procureur à la Cour, à sa chambre préliminaire, d'accepter de lancer un mandat d'arrêt contre Israël, en quelque sorte, eh bien, elle s'inscrit dans une guerre d'agression de la part du Hamas, alors que les personnalités du Hamas, qui sont incriminées également, ne sont pas accusées de crimes d'agression. Elles sont accusées de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, mais pas de crimes d'agression, ce qui est un des 4 crimes de la Cour pénale internationale. Et c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire, il se situe comme s'il y avait à parts égales une agression de part et d'autre. Et ça révèle quand même un geste beaucoup plus politique, interprété comme tel d'ailleurs par beaucoup de démocraties, qu'une décision juridique. Et justement, la CPI, selon ses propres statuts, elle ne se substitue pas normalement aux systèmes nationaux. Et là, le procureur a évoqué le fait qu'il n'avait pas assez de preuves du côté d'Israël, du fait que des procédures étaient lancées quant à son action à Gaza. Est-ce que c'est une justification suffisante pour lancer cette procédure et surtout de lancer en même temps celle contre le Hamas, alors que des preuves avaient été accumulées depuis longtemps, et celle contre Israël? C'est une très bonne question. Alors j'aurais une réponse en 2 volets. Premièrement, nous ne savons pas quelles sont les preuves que M. Khan a pu réunir, puisqu'il va lancer une sorte d'acte d'accusation. Pour l'instant, il s'en est borné à un communiqué de presse. Il va donc lancer un acte d'accusation et on va avoir l'idée des type de preuves qu'il a pu accumuler, puisqu'il dit que ce sont des preuves raisonnables, comme le statut de la Cour l'impose pour pouvoir lancer un mandat d'arrêt. Est-ce qu'il a obtenu des preuves du Hamas, comme il le dit? À ce moment-là, c'est quand même assez suspect. De l'UNRWA, de l'Office des réfugiés palestiniens de l'ONU, c'est encore plus suspect, ou tout aussi suspect. Quelles sont les preuves qu'il a réunies? Est-ce qu'il est allé à Gaza? Et qui a-t-il vu? Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on va en savoir plus, mais je me doute qu'il aura obtenu des preuves du Hamas, ce qui quand même est un tout petit peu fort de café, quand on sait qu'ils ont totalement maquillé les chiffres des victimes civiles dans cette guerre, et que l'ONU elle-même, qui est, comme vous le savez, assez biaisée contre Israël depuis des décennies, l'ONU elle-même a reconnu que ces chiffres étaient faux. Et donc, à cet égard, il y a un problème de preuve qui se pose. On va en savoir plus dans quelques temps, dans un délai indéterminé, mais je pense dans pas trop longtemps. Le deuxième volet de ma réponse concerne précisément votre question, qui est excellente, à savoir que dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, il est indiqué qu'elle a une compétence complémentaire, c'est-à-dire en fait subsidiaire. Ça n'est que si il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de poursuite dans le pays, qu'elle peut intervenir en quelque sorte en se substituant à ces juridictions nationales défaillantes. Or ici, il y a une particularité qui est tout à fait unique dans l'ensemble des affaires qu'a connues la Cour depuis sa création en 1998. Elle est entrée en fonctionnement un petit peu plus tard. Eh bien, il y a une innovation, si je puis dire, c'est que les juridictions israéliennes d'un pays démocratique sont des juridictions indépendantes et impartiales.
Et d'ailleurs, on l'a vu récemment, puisque M. Netanyahou voulait conduire une réforme pour limiter les pouvoirs d'appréciation de la Cour suprême. La Cour suprême l'a refusé et donc il s'est plié à la décision de la Cour suprême. Donc ici, il n'y a pas de vide judiciaire, il n'y a pas d'absence de juridiction indépendante et impartiale. Et moi, je considère que si les juridictions israéliennes ont estimé ne pas devoir poursuivre pour crime de guerre le Premier ministre israélien, eh bien c'est bien parce qu'il n'y a pas matière, parce que, comme vous le savez, les juges israéliens ne sont pas tous, loin de là, très favorables à M. Netanyahou. Donc, à cet égard, c'est un pas, je dirais, tout à fait inédit de la part de la Cour, qui montre qu'elle sort complètement de la réserve qui lui est assignée par son statut, puisqu'elle n'a qu'un rôle complémentaire. Et d'ailleurs, comme vous le savez, en 20 ans, elle a traité combien de cas? À peine une dizaine. Est-ce que, au-delà du fait que justement ce soit aussi flou sur les faits supposés, les preuves que vous évoquiez, il y a aussi quelque chose, si on met en parallèle à la fois cette déclaration et la procédure de génocide intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, il y a aussi cet élément intentionnel qui est sous-tendu, qui est pointé du doigt, comme si voilà, Israël souhaitait mener un génocide, enfin tuer des Palestiniens, et c'était ça sa priorité, en dehors de toute autre considération. Est-ce que cette déclaration, elle s'inscrit aussi dans cette dynamique internationale? C'est-à-dire que là, comme vous le savez, le procureur n'a pas évoqué le génocide, mais il a évoqué crime de guerre, crime contre l'humanité, c'est-à-dire de cibler volontairement et intentionnellement, ce qui est une des conditions pour que ces crimes puissent être caractérisés, les populations civiles. Et à cet égard, il reprend exactement la thèse du Hamas, et mot pour mot, d'ailleurs, ce que le secrétaire général des Nations Unies, dont on sait la proximité avec la cause palestinienne, il est très engagé de ce point de vue-là, comme d'ailleurs les institutions des Nations Unies en tant que telles, eh bien, ce qui est aussi tout à fait incroyable et qui révèle le parti pris politique, c'est que M. Khan, non content d'assurer qu'il sait quel est le mobile des bombardements, contrairement à ce qu'ont déclaré les autorités israéliennes, qui n'était pas de viser les populations civiles, puisqu'au contraire, on n'a jamais vu, dans l'histoire de la guerre, on n'a jamais vu une armée envoyer, même dans la guerre récente, des SMS par milliers, des tracts, passer des coups de téléphone, etc., pour que les populations civiles se déplacent. Et d'ailleurs, elles se sont déplacées en nombre, puisqu'à Rafah, il y en a 500 ou 600 000 qui se sont déplacés. Ça n'est pas le Hamas qui les a déplacés, c'est l'armée israélienne qui leur a demandé, ils l'ont fait. Et donc, tout ceci est contredit par les faits, mais surtout, ce qui m'a frappé et ce qui m'a choqué, je ne vous le cache pas, dans son communiqué de presse, c'est qu'il cite Monsieur Guterres, le secrétaire général. Or, j'observe que la Cour pénale internationale n'est pas une institution de l'ONU. Elle est rattachée au système de l'ONU, mais le traité qu'il a institué est un traité classique, contrairement à la Cour internationale de justice qui, elle, est une institution de l'ONU. Donc, en réalité, par ce communiqué de presse, M. Khan se fait le porte-voix de M. Guterres. Et je trouve que ça révèle son biais politique et que c'est extrêmement choquant s'agissant d'une juridiction internationale et d'ailleurs d'une juridiction tout court.